Professeur Didier Raoult, au vu de la situation actuelle et du variant Omicron, que sait-on maintenant du rôle de la vaccination dans la fréquence du virus, et que sait-on désormais sur la capacité des enfants, la possibilité pour les enfants d'être atteints du virus et atteints de formes graves? Nous, premièrement, il y a toujours autant de personnes qui viennent se faire tester à l'IHU, donc on a fait maintenant près de 1 million de tests PCR ici, donc c'est considérable. Pour un peu plus de 600 000 personnes, non, 75 000 étaient positifs. Et donc c'est considérable. Il y en a 30 000, ou à peu près 30 000 qui ont été suivis en hôpital de jour, 4 500 à l'hôpital. Et je le dis, je le répète, d'ailleurs moi je souhaite, il y a un article qui est sorti dans British Medical Journal qui demande à pouvoir analyser les données brutes. Et moi je souhaite, j'espère qu'un jour ça arrivera, peut-être avec un autre gouvernement, mais qu'il y ait une analyse de nos données brutes, parce que c'est simple, ça n'est que des données publiques, pour voir si effectivement l'hydroxychloroquine donne des accidents, si les gens sont mieux traités ou mieux soignés quand ils sont pris en charge que qu'ils ne sont pas pris. Et je vous assure, moi j'ai une transparence totale. Ici, nous avons une transparence totale. Si on pouvait avoir la même transparence pour ce qui s'est passé dans l'évaluation des vaccins, la situation aurait été probablement plus simple. L'idée qu'on pouvait ne pas rendre transparent pendant 2 ans les données initiales de la vaccination est quelque chose à quoi les gens devraient se poser, qui devrait amener les gens à se poser la question. Pour ceux qui se posent la question de savoir si c'est pas un peu paranoïaque de soupçonner que de temps en temps l'industrie cherche seulement à faire du profit et pas du tout à soigner les gens. Il y a un des grands scandales sanitaires sur lequel j'avais attiré l'attention il y a une dizaine d'années, quand j'avais écrit un livre pour votre santé, en disant faites très attention. Les gens font de la propagande pour lutter absolument contre la douleur avec de la drogue dure, la morphine, puis des dérivés morphiniques. C'est une boîte, une famille qui faisait ça, qui a gagné des milliards. Ça a commencé à s'arrêter quand le président Obama a fait un discours en disant qu'il y avait probablement des centaines de milliers de gens qui étaient morts à cause de cette politique du no pain, pas du tout de douleur, et où on mesurait grâce à une intoxication des médecins, des congrès, des journaux scientifiques, on ne doit plus avoir mal du tout. Et je peux vous dire qu'on enseignait ça, y compris dans ma faculté de médecine. La priorité, c'est pas de faire un diagnostic, c'est pas de savoir ce qu'a le malade, c'est qu'il ne souffre pas à n'importe quel prix. Moi, j'ai le souvenir, j'ai raconté ça, d'être disputé avec une jeune assistante qui faisait des perfusions de morphine à une jeune fille de 18 ans qui avait une angine douloureuse. Et c'est incroyablement addictif. C'était un mensonge extrême de dire qu'on ne devenait pas des drogués en utilisant la morphine pour le traitement des douleurs. C'était pas vrai. Et maintenant, c'est devenu un grand scandale. Alors, il y a 3 pages dans le dernier numéro papier du Lancet, il y a 1 page récemment dans le numéro du Science, qui décrivent exactement tout ce que c'est que le phénomène de la corruption par l'industrie pharmaceutique pour rendre une nation toxicomane, et ils ont réussi à faire baisser entre l'obésité, qui est le vrai problème de santé publique, c'est pas le tabagisme passif, le problème de santé publique, c'est l'obésité. Et on le voit dans cette maladie. La lutte contre l'obésité et la lutte contre la toxicomanie organisée par l'industrie pharmaceutique, c'est ce qui a permis de faire baisser de façon durable l'espérance de vie aux États-Unis et beaucoup plus significativement que le Covid. Donc il faut faire attention, ça existe, c'est pas toujours le cas, mais il ne faut pas croire à la théorie des bonnes intentions. D'accord ? Il faut faire attention. Très bien, moi j'ai rien contre le fait que les gens gagnent de l'argent. Il faut faire attention à la raison pour laquelle ils gagnent de l'argent. Il ne faut pas que ça pénalise les populations qui y sont soumises. Donc voilà pour ce point. Le deuxième point, c'est la vaccination. Vous savez que les gens sont tellement prêts à dire les pires horreurs pour moi, qu'on m'a accusé de la mort des frères Bogdanov, que je connais pas, qui m'ont jamais demandé mon avis, et sinon je leur ai donné le même avis que je donne tout le monde, parce que je donne pas d'avis différé, c'est que le vaccin faisait probablement pas de mal. Si on le mettait après 65 ans, le risque coût-bénéfice était en faveur du bénéfice, parce que c'est les gens de plus de 65 ans qui font des formes graves et qui risquent de mourir, ceux-là et les obèses. Et si vous regardez, par exemple, là c'est la mortalité de toute l'assistance publique,
quelles que soient les déclarations des uns et des autres. C'est intéressant, les déclarations à propos d'anecdotes. Vous voyez bien que les gens qui sont morts, y compris pendant toute cette période où les gens sont vaccinés, c'est des gens de plus de 65 ans. Alors, dans les gens de plus de 65 ans, il y avait des vaccinés, il y avait des non-vaccinés. Ça, c'est un problème. Moi, je pense que d'ailleurs la communication autour de la vaccination aurait dû se faire autour de cela. C'est-à-dire il fallait aller chercher ceux qui ont plus de 65 ans ou ceux qui sont obèses pour leur conseiller individuellement par leur médecin de se vacciner parce que ça aurait probablement permis de diminuer la mortalité qui est essentiellement celle-là. C'est essentiellement les gens de plus de 65 ans. Ça, c'est pas l'année dernière, c'est maintenant. Donc, c'est les gens qui meurent actuellement sont des gens, pour l'essentiel, qui auraient dû être vaccinés s'ils avaient suivi mes conseils. C'est pas l'inverse. D'accord ? C'est au contraire en diluant des conseils de santé publique raisonnables au milieu d'obligations qui amènent les gens à être hostiles aux recommandations que vous leur donnez, que finalement, vous n'arrivez pas à atteindre la cible précise qui est celle qu'il faut protéger, qui sont les gens qui ont plus de 65 ans et les gens qui sont obèses. Concernant la diffusion actuelle de la maladie, on voit une très grande différence actuellement avec ce que l'on voyait en 2020. Et je ne sais pas l'expliquer. En 2020, les enfants n'étaient pas infectés. Très peu. Extrêmement rare. Pas du tout. Un petit peu au début, à la fin de 2020, pendant l'hiver. Et actuellement, au contraire, les enfants sont infectés, ils ne font pas de forme grave. Comme vous avez vu, la mortalité ne concerne pas les enfants jeunes. Ici, je crois qu'il y a plus de morts. Il y a eu un mort par la varicelle, pas eu de mort par le Covid, alors que la varicelle, le vaccin n'est toujours pas remboursé depuis 20 ans, alors qu'il est recommandé que tout le monde est vacciné pour ça aux États-Unis. Donc, vous voyez bien que les vaccins, ils se prennent une espèce de passion qui n'est pas une passion raisonnable. Il doit y avoir plusieurs centaines de milliers de cas de varicelle par an, si vous voulez, et tout le monde s'en fiche. Personne ne rembourse même la vaccination, mais il y a d'autres maladies pour lesquelles on prend une espèce de passion vaccinale qui n'est pas raisonnable. Le vaccin, c'est de savoir si ça sert à quelque chose, qui ça protège, à qui il faut le faire pour éviter d'être malade, d'être sévèrement malade, ou d'être absent à l'école, ou absent au travail. C'est des choses, il faut en mesurer les faits et l'intérêt. Eh bien là, maintenant, on voit que les enfants ont plus de virus circulant, en particulier les tout-petits, ceux de moins de 5 ans, et ce qui est les deux grands changements de l'écosystème des pays européens. Peut-être que c'est ça qui explique une telle, on verra, une telle atteinte des pays occidentaux, c'est que, on a créé une vie sociale des tout-petits pratiquement systématique, la crèche. Tous les gosses vont maintenant, à partir de 1 an, dans les garderies, puis les crèches. Moi, je suis un peu plus vieux. On n'allait pas à l'école avant 5 ans, 6 ans. Et donc, on restait à la maison, parce que la situation sociale était différente. Il y avait les mamans, il y avait les grands-mères, il y avait qui faisait qu'on pouvait rester à la maison. Parce que maintenant, les enfants ont une vie sociale très, très, très importante. Ils se retrouvent concentrés, et bien sûr, c'est comme ça que les maladies se transmettent. Et donc, c'est vrai que les tout-petits ont plus de virus circulant que les gens âgés. Ça a toujours été comme ça, sauf que ça n'était pas comme ça pour le Covid, au début du Covid. Pour des raisons X ou Y, les enfants étaient protégés de l'infection. Mon hypothèse, c'est que c'est les autres coronavirus circulants qui ont moins circulé ces 2 dernières années du fait des changements d'organisation sociale et qui font que les enfants ne sont plus protégés par des infections, par les autres Covid, mais ils ne font pas non plus des formes singulièrement plus sévères. Et donc, l'autre spécificité de nos pays, ce sont les EHPAD, où, les enfants ont une vie sociale très développée, très très jeune, et les sujets âgés sont tous regroupés dans les EHPAD, et on sait que s'il y a une telle surmortalité en 2020, c'est que la moitié des morts étaient dans ces clusters d'EHPAD, c'est-à-dire que vous avez tous les sujets les plus fragiles qui sont regroupés dans un endroit donné, et
je l'ai déjà dit, c'est à mettre au crédit des politiques gouvernementales d'avoir fait diminuer la mortalité dans les EHPAD, la mortalité des plus de 85 ans, en les isolant, en les mettant dans l'équivalent d'une île dans laquelle ils n'arrivent plus à être contaminés. Je ne sais pas si à terme c'est bon pour eux, mais en tout cas, pour cet épisode-là, pour l'année 2021, il y a eu moins de morts dans les EHPAD, clairement. Donc on mesure non seulement par la mortalité chez les sujets très âgés qui a diminué, mais aussi quand on fait, les pompiers ici mesurent des sorties d'égouts d'EHPAD et voient que de temps en temps il y a un EHPAD qui est positif, mais assez rarement. Voilà, donc ça c'est la situation, et sinon, eh bien le contrôle de la maladie est extrêmement peu réalisé pour l'instant, au moins pour ce dernier variant, dont je rappelle qu'il est moins grave, plus fréquent, mais beaucoup moins grave, mais elle n'est pas contrôlée. Pouvez-vous préciser ces éléments ? Ben, vous savez, comme je vous l'ai dit, moi tous les jours je regarde, j'espère qu'il y a beaucoup de Français qui font ça, je regarde les données qui sont disponibles sur Johns Hopkins Covid. Et donc, pour l'instant, la France est maintenant deuxième au monde en termes de nombre de cas. Il y a plus que les États-Unis, mais qui ont une population beaucoup plus importante en termes de nombre de cas, en dépit de la pression vaccinale. Donc, et en dépit du nombre de vaccins considérable qui a été fait. D'ailleurs, on voit bien, j'ai donné des exemples la semaine dernière, je ne veux pas m'acharner sur les exemples du gouvernement, mais par exemple, le ministre de la guerre en Israël, qui a eu 4 doses, a fait quand même le Covid. Quand même. Donc, au bout d'un moment, si vous ne vous posez pas la question sur l'efficacité de ce vaccin, c'est que vous posez moins de questions que moi. Et d'ailleurs, on a changé de modèle, puisqu'au début, le vaccin était supposé lutter contre l'épidémie et empêcher d'être malade. Plus personne parle de ça maintenant. Donc, même l'OMS a fini par dire, vous savez, on n'arrivera pas à contrôler l'épidémie avec ça, parce qu'il y a trop de variations. Et on cherche même pas à dire qu'on ne va pas être malade. Maintenant, on dit, c'est moins grave. Et ça reste, on va voir avec Omicron si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est pas assuré. Vous pouvez le croire, on verra bien. Et donc, mais vous voyez que l'objectif du vaccin n'est plus du tout le même. C'est d'ailleurs une des rares fois où on fait un vaccin non pas pour empêcher d'avoir la maladie, mais pour empêcher qu'elle soit plus grave. Et donc c'est une question qui est intéressante, c'est une dérive, vous voyez, de l'usage, qui est « je sais que c'est bon, mais je ne sais pas à quoi c'est bon ». Ça n'empêche pas la circulation, ça n'empêche pas d'être infecté. Alors on va voir si ça empêche de faire des formes graves. Et en tout cas, si l'objectif c'est de ne pas faire des formes graves, il faut revenir à prévenir le risque de formes graves chez les gens qui font des formes graves, pas chez les gens qui n'en font pas. Chez les gens qui font des formes graves, on sait qui c'est les gens les plus âgés, les obèses, et puis parfois des gens qui ont des anomalies génétiques qu'on comprend mal, ou qu'on connaît mal, ou qu'on ne sait pas encore identifier, ou les grands immunodéprimés. Donc ça représente une population sur laquelle il faut se focaliser pour faire baisser la mortalité. Mais en pratique, puisqu'on peut le regarder, on voit bien, par exemple, vous voyez, ça c'est un article qui vient de sortir dans Nature, vous voyez que c'est ceux qui ont fait quand même le plus de vaccins. Donc, vous voyez, aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent les 3 vagues, qui sont des variants différents. Et ça, c'est l'Europe, vous voyez. Ça, c'est l'Asie du Sud-Est, et là, ça, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, ils n'ont pas fait de vaccin du tout, hein. Très très peu. Hein. Il y a même un pays, pas lequel, qui a refusé les dons de vaccins qu'on lui faisait en disant on n'a pas quoi faire, de manière la population, on ne va pas se vacciner. Oui, donc il y a quand même, et dans le Pacifique, ils ont été épargnés au début parce que c'est des îles. Mais dès qu'ils ont ouvert les frontières, ils ont été soumis au même risque que les autres. C'est pas qu'ils étaient plus malins. Et alors, je ne sais pas si c'est de la malchance ou si c'est une coïncidence ou si c'est induit, mais c'est à partir du moment où ils ont commencé à vacciner massivement qu'ils ont eu cette épidémie incroyable, si vous voulez, que vous voyez en Australie. Donc, et en Nouvelle-Zélande. Donc c'est intéressant. Vous voyez, ça c'est de la réalité. Et après, les explications qu'ils donnent là-dedans, personnellement, je ne suis pas d'accord en disant qu'à l'avenir, puisqu'ils ont bien fait, il faudrait qu'ils fassent autre chose, c'est-à-dire produire eux-mêmes les vaccins et centraliser les choses. Je pense que si on arrive à changer dans l'esprit du monde, de dire
Non, mais c'est vous qui faites le mieux, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je sais que j'étais confronté assez souvent à cette proposition. Je suis encore en plein dedans, là. On m'envoie régulièrement des inspections pour me dire qu'est-ce que c'est que cette gouvernance. Moi, je me dis, bon, ils vont imiter ce qu'on fait, parce que quand même, on n'est pas déficitaire, on produit plus de sciences que les autres. On a plus... Non, c'est parce qu'on va vous expliquer que c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est sûr qu'on est à côté de l'assistance publique, qui a 1,2 milliard de dettes, qui n'a jamais réussi à finir un budget sans être déficitaire depuis des décennies. Et donc, je comprends que ce soit à nous, qui ça n'est jamais arrivé, qu'on donne des leçons de gouvernance. Donc, c'est intéressant. Voilà. Pouvez-vous réexpliquer le principe et le fonctionnement des anticorps facilitants? Écoutez, depuis le début, on a été très troublés, nous et d'autres, sur le fait que les gens qui avaient les formes les plus graves étaient ceux qui avaient le plus d'anticorps contre le virus. Ça, dès 2020, dès qu'on a commencé à faire des sérologies avec mon ami Michel Dancourt, on s'est rendu compte que c'était étrange. On l'a publié d'ailleurs dans ce papier sur 3000 cas, que les gens qui étaient les plus graves avaient des virus plus persistants et avaient le plus d'anticorps. Mais à l'époque, on n'avait pas cliqué, parce qu'on ne peut pas penser à tout le temps, au rôle des anticorps facilitants, qui est quelque chose qui est connu dans la dengue, mais qui n'est pas connu dans ce modèle. C'est-à-dire que la maladie est d'autant plus grave qu'il y a plus d'anticorps. Donc c'est quelque chose qui est très étrange. Il y a un très joli papier qui vient de sortir, qui a analysé ça chez les militaires américains. Leur idée était de comprendre pourquoi les obèses faisaient des formes plus graves que les non-obèses. Je vous rappelle, l'obésité est un facteur de risque absolument considérable. Et ils ont trouvé la même chose. C'est-à-dire que ce sont les obèses qui ont le virus qui dure le plus longtemps, et ce sont eux aussi qui ont le plus d'anticorps. Et ils se posent la question, je pense qu'ils ont peut-être mis dans le papier original anticorps facilitant, mais on ne peut pas écrire un truc comme ça, parce qu'anticorps facilitant, ça veut dire que peut-être que quand on faisait des injections d'anticorps de convalescents facilités et formes graves, peut-être que on n'a jamais vu nous, que ça marche chez les gens qui en ont reçu ici, qui étaient immunodéprimés. Et peut-être que s'il y a des anticorps qui sont facilitants, c'est pas tellement bon si vous n'avez pas en même temps les anticorps neutralisants. Vous voyez ? Donc si vous donnez un vaccin ou des anticorps monoclonaux, en principe, on sait très précisément où c'est. Donc c'est la partie qui est immunisante, qui est neutralisante. Et donc si vous donnez des anticorps à large spectre, très large, ou que vous faites des vaccins avec toute la spike, il est bien possible qu'il y ait des parties qui soient neutralisantes et des parties qui soient facilitantes. D'accord ? Donc je vous l'ai dit, c'est une chose sur laquelle on réfléchit, sur laquelle on travaille. Mais là, c'est intéressant, c'est un autre aspect de du possible rôle des anticorps facilitants, c'est que dans les formes graves, il y a une réaction immunitaire tellement forte qu'il y a à la fois des anticorps neutralisants et facilitants, mais là, si vous avez beaucoup d'anticorps et que vous avez toujours le virus, ça veut dire que ce n'est pas le neutralisant qui gagne. Sinon, on ne comprend plus rien. Si les neutralisants gagnaient, il n'y aurait plus de virus. Ça veut dire qu'il y a des anticorps qui ne sont pas neutralisants, qui sont là, et qui sont, je ne vois pas comment on peut les appeler autrement que des anticorps facilitants, ouais, qui font la promotion des virus. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans cette maladie, incontestablement, dans les formes graves, les corticoïdes jouent un rôle positif, pas dans les formes débutantes et pas chez tout le monde. Ça, je crois que ça n'a jamais été démontré. Et au contraire, les données préliminaires de l'essai qui avait fait ça, qui a Discovery, montraient qu'il était plutôt plus grave si on leur donnait de la cortisone à la maison. Mais dans les formes graves, ça fonctionne peut-être à cause de l'inflammation ou peut-être du fait de la baisse de la réponse immunitaire qui devient non pas efficace, mais facilitante. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur ce phénomène qui est des anticorps facilitants et en particulier chez les sujets obèses. Pouvez-vous nous expliquer comment évoluent les variants dans le temps? Est-ce que la durée pendant laquelle ils peuvent causer une épidémie est limitée? Je pense que oui, j'ai déjà montré plusieurs images là-dessus. Là, ce qu'on est en train de regarder en même temps, c'est, sur cette image, qui est quelque chose qui avait été proposé par d'autres auteurs, mais qu'on voit, nous, il y a un variant, celui qui est né en France, des Visons, là, qu'on connaît par cœur, parce qu'on a eu les premières séquences, on a eu les dernières séquences, et on a fait
à peu près 10 000 séquences de ça. Donc on peut l'analyser très précisément. Et vous voyez que ça, c'est les charges virales. C'est le nombre de virus par prélèvement. Voyez, et vous voyez qu'au fur et à mesure de l'épidémie, ça explique pourquoi l'épidémie disparaît. Vous voyez, il y a de moins en moins de virus par patient. Donc ça, c'est la médiane, c'est la moyenne du nombre de virus par patient qu'on a testé ici. Donc on a testé, je vous dis ça, c'est sur 10 000 personnes dont on a fait le génome. D'accord ? Et vous voyez, et là vous voyez cette espèce de rebond qu'on voit ici, hop, ça remonte, et ça correspond à un deuxième variant qu'on appelait, ça c'est le Marseille 4, et ça c'est le Marseille 4B. Et si vous regardez, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie du virus? Pourquoi est-ce que le virus, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de virus, et pourquoi est-ce que ça explique que ce que nous on appelle l'histoire naturelle des infections, ça se termine toujours les épidémies. Ou bien alors ça devient une maladie endémique qui fonctionne comme ça, sinon ça donne des épidémies qui s'arrêtent. Alors, je ne sais pas pourquoi elles s'arrêtent toutes. Je peux vous dire que par exemple, pour quelque chose qu'on a beaucoup testé, qui est dans les maladies anciennes et pour lesquelles on a beaucoup de données, pour la peste par exemple, on voyait qu'il y avait des variants aussi, que la peste s'épuisait en soi. Une partie faute de combattants, quand elle avait vraiment tué trop de monde, et une partie parce que... Et donc l'histoire de l'immunité collective, c'est une histoire qui reste théorique, qui n'est pas pratiquement très très expliquée. Mais ça c'est des données. C'est pas théorique du tout. C'est toujours sur le Marseille 4, hein, celui qu'on connaît bien avec les deux variants de Marseille 4. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le nombre de la charge virale, le nombre de virus sécrétés par patient. Vous voyez, en noir. Et en bleu, ce que vous voyez, c'est le nombre de mutations. Et vous voyez qu'il y a une relation entre, au début, ça c'est le début, un variant apparaît parce qu'il a une mutation bénéfique. On a pu mesurer maintenant, sur le Covid, Marseille 4, hein, il y a une mutation bénéfique, c'est-à-dire qui initie une petite ou une grande épidémie. Une fois sur 256 mutations, il y en a une qui est bénéfique. Et c'est imprévisible de savoir pourquoi, parce que parfois même c'est une mutation qui coupe, qui inactive un gène. Et donc, au début, elle devient de plus en plus virulente. Ça monte. On est là, au sommet de l'épidémie. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que les mutations se sont accumulées, eh bien, l'épidémie redescend et va s'arrêter. Et là, c'est encore plus extraordinaire. Vous voyez, ça, c'est le 4B. C'est lui, il inactive un gène qu'on appelle l'OR8. Il devient incroyablement contagieux, incroyablement actif. Ça a été le plus grand tueur qu'on ait eu, nous, ici. Et puis, petit à petit, avec l'accumulation des mutations, eh bien, il va diminuer et puis il va disparaître. D'accord ? Et donc, le cycle normal des épidémies, simplement, il y a plusieurs acteurs dans l'épidémie. Donc, il y en a qui acquièrent une épidémie bénéfique pour eux et maléfique pour nous, qui les fait repartir, une tous les 256. Et 256, bien sûr, ça ne compte pas les mutations mortelles. Les mutations mortelles, on ne les voit pas. Hein. Et les autres, c'est les mutations qui ne changent pas grand-chose. Puis, de temps en temps, il y a une bénéfique. Et quand il y a une mutation bénéfique, celle-là, son espérance de vie maximale, c'est de 3 mois et demi, 4 mois, c'est-à-dire, comme ces virus font une mutation tous les 15 jours, chacun de ces virus fait une mutation tous les 15 jours, au fur et à mesure qu'il passe, eh bien, au bout de 3 mois et demi ou 4 mois, il arrive à supporter 7-8 mutations. Au bout de 7 ou 8 mutations qui ne sont pas vraiment maléfiques, mais inutiles, il porte des mutations inutiles, et puis personne n'aime porter des mutations inutiles, et donc il finit par s'épuiser, disparaître, il est moins virulent, il est moins transmissible, et il disparaît. Donc tout ça, si vous le regardez d'ailleurs par vous-même, vous le voyez, qu'on revient à ça, ben vous voyez bien que tout ça c'est des cycles de 3 mois et demi. Oui. C'est les variants, c'est des cycles de 3 mois et demi. Donc il y a un variant qui apparaît parce qu'il a une mutation bénéfique. Il a un peu des sous-variants qui apparaissent plus ou moins importants. Vous voyez, il a le 4, vous voyez bien le sous-variant 4 qui est apparu ici, tac, donc il fait une première épidémie, puis une deuxième épidémie, et puis toc, vous voyez, toutes ces épidémies. Alors il y a un peu de retard, toujours, la mortalité est décalée par rapport à l'épidémie, parce que on soigne les gens quand même.
Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il est possible que, je suis très hostile à l'idée même des prédictions, mais il est très possible que si on voit la forme que prennent les séquences, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus dispersées, parce que ces mutations entraînent une dispersion, qu'elles sont de plus en plus dispersées, et que les charges virales qu'on mesure par la PCR diminuent, eh bien on voit qu'on est probablement à la fin de l'histoire de ce variant. Est-ce qu'il va en être un autre? C'est une chance sur 256 mutations qu'il y en ait un nouveau qui apparaisse et qui donne soit une mini, soit une grande épidémie. Et ensuite, c'est parmi les mesures sociales, l'isolement, les voyages, les déplacements qui vont faire que ça va se répandre ou que ça va rester dans une zone limitée. Merci beaucoup.